bonjour Dominique Cerdan, vous êtes pharmacien de formation. Vous avez un intérêt personnel et professionnel dans le cadre de la maladie du Covid-19 et vous avez travaillé sur la partie immunophysiologique de cette maladie très tôt. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer depuis à peu près le mois de mars ce qui s'est passé et comment vous avez interagi avec les diverses personnes et des comités. Peut-être que, comme on le fait avec tous nos invités, on leur demande de se présenter et on est ravis de vous accueillir donc, sur la chaîne de François. Bonjour, eh bien, je me présente, je m'appelle Dominique Cerdan, je suis pharmacien donc, depuis une vingtaine d'années maintenant. Et donc déjà, je voudrais commencer par remercier François déjà de me permettre de m'exprimer, parce que c'est pas facile de s'exprimer en ce moment. Donc, et particulièrement Monsieur Azalbert. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, alors concrètement, voilà, moi, il y a une vingtaine d'années, j'avais fait un travail avec le professeur Moussalahi, ici de Bordeaux, en immunologie, sur les anti-TNF, qui sont des produits de biotechnologie qui étaient naissants à cette époque-là. Donc, j'avais quand même une certaine... Les anti-TNF, pour le commun des mortels, c'est quoi? Alors, les anti-TNF, ce sont des produits qui permettent, par voie immunologique, de se couper les inflammations, qu'elles soient aiguës ou qu'elles soient chroniques. Voilà. Alors, les anti-TNF sont plutôt axés sur la voie chronique des choses. Voilà, notamment, maintenant, c'est devenu quasiment des traitements de référence concernant la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn. Et même aux États-Unis, il y a à peu près plus de 70% des gens qui sont traités avec cette thérapie-là. Voilà. Pour remettre un petit peu la... Donc, ça suppose une connaissance particulière de la réaction inflammatoire depuis la phase contact jusqu'à la phase d'acutisation ou les voies chroniques de l'inflammation. Voilà. Donc, quand j'ai vu apparaître la maladie qui nous préoccupe particulièrement en ce moment, je me suis donc penché sur la question. Et lorsque j'ai vu donc les différents éléments de physiopathologie arriver, eh bien, au mois de mars, j'ai émis une hypothèse comme quoi qu'on pouvait éventuellement contrôler les cas graves de la maladie en utilisant un produit biotechnologique également qui permettrait de contrôler à la fois la phase contact inflammatoire, donc la phase précoce de l'inflammation, que j'ai incriminé immédiatement liée à la bradykinine de fait de l'anosmie qui a été identifiée assez rapidement. Bon, c'est quand même une assez longue histoire. Hein. Donc, j'ai pris connaissance en contact avec la pharmacologie de Bordeaux, j'ai émis mon hypothèse. Immédiatement, beaucoup de gens se sont retournés vers moi. Il a été demandé de faire des dosages de DPP4 à Grenoble, auquel il a pu être mis en évidence justement des consommations de DPP4 qui semblaient incriminer la bradykinine ou bien son métabolite, la D-sargénine 9-bradykinine. Voilà. Suite à cela, j'ai essayé de poursuivre. J'ai pris contact avec différentes personnes, notamment de la DGOS, qui m'ont conseillé de faire le reacting, c'est-à-dire une visioconférence au reacting de l'INSERM en essayant d'émettre cette hypothèse. Alors, j'essaye de schématiser, hein, parce qu'évidemment, le reacting, c'est quoi? Alors, le reacting, c'est une cellule de l'INSERM, en fait, qui permet d'amener les nouvelles idées, tout ce qui pouvait se faire éventuellement comme stratégie sur différents points pour essayer de trouver quelque chose, quoi, en fait. Voilà. Une cellule de veille. Une cellule de veille, voilà, dans laquelle il y avait tout un tas de scientifiques, et voilà. Suite, alors moi, le problème, c'est que je ne suis pas investigateur. Donc, en fait, puisqu'en tant que pharmacien, nous ne pouvons pas être investigateurs. Il faut des investigateurs qui sont des médecins qui permettent justement de pouvoir lancer un essai clinique sur une hypothèse. Première chose. Donc, suite à ce reacting, j'ai pu être mis en contact avec des professeurs de médecine et rapidement,
ils ont écrit un protocole en se basant sur cette hypothèse d'utiliser ces fameux C1 inhibiteurs. Voilà. Donc, on a fait plusieurs visioconférences. Alors, vous savez, quand vous faites un essai clinique, il y a différents intervenants. Il faut des investigateurs, il faut des directeurs d'URC, d'unité de recherche clinique. Il faut des cliniciens, il faut des biostatisticiens. Enfin, et tout ça se chiffre, tout ça se présente ensuite après à la DGOS lorsque l'on souhaite faire un essai financé justement par les organismes publics. Et ça, c'était en quel mois? C'était à quelle période, ça? Au mois d'avril à peu près. D'accord. Voilà. Très tôt. Avril, voilà. Avril, mi-avril. Voilà. Et donc, tout le monde était prêt, tout le monde pensait vraiment qu'on avait de fortes chances de pouvoir lancer cet essai clinique. Et puis finalement, il y avait une date limite qui était fixée au 6 mai, la date du PHRC, le programme hospitalier de recherche clinique de la PHP, parce que c'était des gens de la PHP qui ont écrit ce protocole. Hein. Donc, les personnes donc pour ça, il fallait à nouveau refaire un reacting, représenter à nouveau le projet pour pouvoir ensuite après demander un aval au PHRC. C'était ça en fait, un aval de la DGOS et du PHRC pour pouvoir lancer l'essai clinique. Et en fait, certains ont fait comprendre aux personnes investigateurs de cet essai clinique, en fait, que ça en gros, on ne souhaitait plus rien faire. C'était terminé, quoi. Si vous voulez, on nous a vite fait comprendre qu'en fait, de toute façon, à partir d'aujourd'hui, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. C'était dans le cadre d'un essai spécifique pour ça, ou c'était pour inclure ce traitement dans un des plus grands essais cliniques comme Discovery ou d'autres essais cliniques? Non, pas du tout. C'était un essai appelé standalone, c'est-à-dire qu'un essai qui ne rentrait pas du tout dans le cadre de Discovery ni de Coromino. C'était un essai indépendant qui était présenté à la DGOS. Absolument. Donc avec un protocole particulier d'essais cliniques qui aurait été enregistré comme tous les essais cliniques. Absolument. Voilà. C'est ça. Voilà, donc pour reprendre, eh bien, il a été décidé que ça ne se ferait pas, puisque la DGOS et le reacting, en gros, ont décidé que tout le monde en avait marre, d'après ce que j'ai cru comprendre, et tout le monde a dit voilà, non, alors, on arrête là, quoi, si vous voulez. Même si on nous présentait la chose en nous disant oui, c'est intéressant en cas de deuxième vague. Voilà. Ça sera peut-être éventuellement priorisé en cas de seconde vague. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça s'est arrêté quand, en fait, cet protocole d'études ou pré-études? Les différentes rédactions avec les différentes visioconférences, c'était à peu près à cette date-là, c'est-à-dire fin avril, quoi. D'accord. Donc très vite, on a arrêté. Très vite, et donc il n'y a pas de. Enfin, d'après vous, il y a des motifs médicaux, il y a des motifs. Non, les motifs étaient qu'on ne souhaitait pas prioriser et que l'ambiance était plutôt dans le fait de ne plus rien faire au niveau des traitements. Voilà, c'était la chose qu'on m'a fait comprendre, quoi, si vous voulez. Et quand vous dites qu'on vous a fait comprendre, on vous l'a fait comprendre comment? De manière orale, par écrit, par… Oui, on l'a fait comprendre par mail interposé, que les investigateurs principaux de l'essai clinique, on leur a fait comprendre que en fait, ça n'irait pas plus loin, si vous voulez. Voilà. Justement, à cause de cette ambiance, du fait que plus personne ne souhaitait ne faire grand-chose. Bon, donc ça, c'est la partie administrative, mais parlons un peu de la partie du traitement lui-même. En fait, est-ce qu'il n'y a pas eu une possibilité que les investigateurs ou des spécialistes biologie cellulaire évacuent cette idée du traitement? Non. L'efficacité de ce traitement? Non, personne n'a pu l'évacuer. Et vous avez des médecins qui l'ont testé, ce traitement? Alors, il faut savoir que cette idée, bien souvent, comme dans la recherche, on n'est pas souvent les seuls à avoir des idées. C'est une idée qui a été aussi investiguée, même encore à l'heure actuelle, c'est assez récent en fait, à la fois en Suisse, par le professeur Osthoff à Bâle, aux États-Unis,
par le professeur Bernstein à Cincinnati, qui, eux, ont lancé les essais cliniques. Aux États-Unis, ils ont commencé à inclure leurs premiers patients en décembre dernier. Voilà, c'est des essais quand même multicentriques avec 120 patients randomisés, enfin des choses sérieuses. Je ne suis pas un grand spécialiste, par contre, de rédaction des essais cliniques ainsi que de biostatistiques, mais c'est des choses sérieuses. C'est du multicentrique sur 120 patients, on n'est pas sur une dizaine ou une quinzaine de patients. Et également, très récemment aussi au Brésil, cette voie est en train d'être investiguée. Même l'essai clinique a été déposé. Enfin, les numéros NCT, c'est-à-dire les numéros clinical trials, sont sortis. Donc, les essais sont en cours. Voilà, donc j'espère que, comme je le suppose depuis le départ, les éléments de physiopathologie ainsi que cliniques et biologiques sont très en faveur au niveau de la probabilité du traitement, notamment des cas graves, puisqu'en fait, la problématique de ce produit-là par rapport à un traitement de phase précoce, c'est que là, vraiment, on s'occupe des gens qui sont hospitalisés, c'est-à-dire des cas graves. Donc, au niveau statistique, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir une notamment de la plupart des produits qui sont testés en phase précoce, qui ont besoin d'énormément de patients pour pouvoir avoir une significativité. Là, ce n'est pas le cas. Le but est vraiment de pouvoir traiter les personnes qui sont oxygénodépendants et voire même ventilés mécaniquement. Voilà. Donc, ça ne s'intéresse pas au traitement en phase précoce, c'est plutôt au traitement à l'hôpital, c'est ça? Absolument. Alors, on a quand même vu beaucoup d'études qui ont été pour des traitements face à l'hôpital, que ce soit Discovery, Solidarity, Recovery et des patients sévères. Comment se fait-il que ça n'ait pas été investigué, on va dire, par les personnes de ces études qui sont censées pouvoir inclure, alors je ne connais pas exactement le terme, mais qui sont censées pouvoir inclure des médicaments ou des traitements en cours d'études? Je ne sais pas, je ne peux pas me mettre à leur place pour répondre. La seule chose que j'ai pu m'apercevoir, c'est que, par exemple, effectivement, les grands essais comme Discovery, initialement, ont été présentés comme étant des essais qui allaient être adaptatifs ou évolutifs. Force est de constater qu'à ce jour, ils n'ont pas été vraiment adaptatifs, puisqu'en fait, on s'est occupé du remdesivir, du Kaletra, de l'interféron. Tout ça est resté finalement comme c'était depuis le départ. D'ailleurs, en ce moment, on n'en entend même plus parler, quoi. Voilà. Il faut savoir que c'est un essai qui a quand même monopolisé en plus beaucoup de patients. Quand vous monopolisez beaucoup de patients, du coup, vous n'en avez plus beaucoup pour faire le reste en plus. Ok. Voilà. Et donc, aujourd'hui, est-ce que vous êtes en contact avec ces gens qui ont fait ces études en Suisse, au Brésil et aux États-Unis? Oui, j'ai même essayé de prendre contact avec le professeur Osthoff à Bâle pour essayer de proposer, justement, comme la DGOS ne souhaitait pas financer ici en France, j'avais essayé de le contacter pour qu'il y ait éventuellement un financement par la société Farming qui sponsorise l'essai donc, en Suisse et aussi aux États-Unis. Voilà, mais dans le sens où je vous disais que personne ne voulait rien faire ici, du coup, ça s'est arrêté là également aussi. Voilà. Et donc, vous êtes en France, vous avez des supports, des médecins qui sont supports ou d'autres pharmaciens, d'autres scientifiques qui sont supports de cette initiative ou de ce traitement? Ah, alors moi, disons qu'en fait, lorsque j'avais eu lorsque j'avais cette information d'une possibilité de traitement probable, au regard de la physiopathologie, c'est-à-dire qu'on pouvait agir à la fois sur la phase contact. Donc, j'aimerais bien parler un petit peu de ça quand même. Allez-y. C'est-à-dire que dans l'inflammation, je ne sais pas si tout le monde va comprendre, mais qu'est-ce qu'il se passe concrètement? Vous avez une phase initiale que l'on peut nommer la phase contact, enfin, où ça départ. Une inflammation débute avec une lésion. Voilà. Et suite à cette lésion, globalement, vous avez, tout le monde le sait, vous avez des gonflements, vous avez éventuellement une rougeur, une douleur.
une sensation de chaleur, c'est le début de l'inflammation, c'est la phase contact. Voilà, il se trouve que dans cette phase contact, la bradykinine, c'est la voie que je suppose en concernant le SARS-CoV-2. Et je la suppose, et je l'ai supposé d'autant plus que la bradykinine fait partie d'une pathologie qu'on appelle l'angioedème héréditaire, qui peut être contrôlée justement par les C1 inhibiteurs. Donc voilà en fait le précepte de base sur lequel j'avais fondé mon analyse. Le problème, c'est que les C1 inhibiteurs sont non seulement permettent de contrôler donc la phase initiale de l'inflammation, c'est-à-dire la bradykinine, donc l'élévation des D-dimères, je pense que les médecins l'ont remarqué immédiatement, d'ailleurs on le voyait sur les tableaux biologiques. Et donc, qui dit bradykinine dit anosmie, dit œdème, dit inflammation, dit gonflement, et peut même mener jusqu'à donc l'ARDS, c'est-à-dire le syndrome aigu de détresse respiratoire. Voilà, ça c'est la première des voies en fait d'utilisation des C1 inhibiteurs. Mais il se trouve que les C1 inhibiteurs ont aussi une double casquette, c'est-à-dire que non seulement ils inhibent donc la formation de bradykinine, mais ils inhibent également la cascade du complément. Voilà, la cascade du complément qui, justement, pendant qu'on était en train de faire le protocole, est sorti à ce moment-là. Il y a différentes publications qui ont commencé à sortir pour incriminer le complément. Le complément qui est quelque chose qui permet en fait de détruire ce qui est étranger à notre organisme, et ça emporte tout sur son passage, le complément. Hein. Donc, on utilise des traitements contre le complément dans la greffe, enfin, dans différentes pathologies. Et donc, cette double casquette est vraiment fondamentale. Elle n'a rien à voir avec tout ce qui a été testé. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois la phase contact et à la fois le complément. C'est le seul produit qui a les doubles casquettes. Voilà en fait pourquoi la supposition était si forte concernant ce produit. Il est toujours d'ailleurs. Donc ça, c'est vos hypothèses et de travail. Mais alors, comment expliquez-vous qu'on a quand même de grands laboratoires de recherche à l'INSERM? Comment se fait-il que personne n'ait fait les mêmes hypothèses? Je pense que oui, il y a des gens qui avaient fait des hypothèses, comme Denis Vincent, qui avait fait le reacting, qui avait présenté plus ou moins la même hypothèse, même si au niveau physiopathologique, elle ne présentait pas l'aspect du complément comme moi je souhaitais le faire. Mais vous savez, en plus, quand vous passez au reacting, vous avez à peine une dizaine de minutes pour vous exprimer. Ça va extrêmement vite. Vous ne pouvez pas exposer toutes vos idées. Comment ça Ça, se passe c'est pas... une réunion? En fait, il y a combien de personnes dans une réunion du reacting? Alors, vous avez un ordre du jour avec donc les différentes propositions qui sont soumises donc à la visioconférence. On devait y avoir une dizaine de propositions. Et on vous donne une réponse en temps réel? Vous présentez vos propositions? Non, les gens écoutent, ils vous posent quelques questions, vous répondez. Vous pouvez aussi poser des questions à d'autres investigateurs, ce que j'ai fait également. Et ensuite, après, on vous donne une réponse sous une dizaine de jours. D'accord. Ok, donc là, en fait, votre hypothèse, c'est qu'il y a d'autres personnes qui l'ont eu, mais que c'est une avenue qui n'a pas été suivie des faits ou qui n'a pas été explorée. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression que vous déplorez. Eh bien, disons qu'en fait, oui, concrètement, vu la physiopathologie, lorsqu'on regarde ce qu'il se passe, concrètement, c'est la voie la plus probable de traitement pour les cas graves, quoi, c'est certain. D'accord. J'imagine que vous avez suivi, on va dire, la saga des traitements précoces comme l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, par Oui. rapport, ou les antihistaminiques, ou par rapport à ces traitements, votre proposition se situe dans quelle branche? Alors en fait, lorsqu'on regarde les modes d'action de ces différents médicaments, ils sont plus axés, si on parle de l'hydroxychloroquine et de l'ivermectine, et même de l'azithromycine, ils sont plus axés en fait sur la voie inflammatoire, mais précoce, mais pas celle du complément ni celle de la phase contact. Hein. Avec l'hydroxychloroquine, il s'agit des interleukines, notamment de l'interleukine 1. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est utilisée dans le lupus érythémateux. Et ensuite, après, c'est au niveau de la réplication virale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des produits que l'on suspecte comme étant
antivirales. Donc, donc ils inhibent, entre guillemets, la diffusion du virus. C'est ça, en fait, le cheval de bataille de ces produits-là. Voilà. Ce qui n'a rien à voir avec la problématique que j'ai souhaité exposer. D'accord. Et vous avez donc participé avec les étrangers, vous avez essayé de contacter les gens de l'IHU? J'ai essayé de contacter des gens de l'IHU, j'ai essayé à peu près partout d'essayer de contacter tout le monde. Moi, vous savez, j'ai aucun conflit d'intérêt. Je suis pharmacien d'officine. Je n'ai aucune. Je ne fais ni de politique, ni quoi que ce soit. Je n'ai rien à gagner dans cette histoire. J'ai même déclaré plusieurs fois que je pouvais même me retirer des essais cliniques ou quoi que ce soit si ça posait un problème qu'un simple pharmacien soit à l'origine d'une idée comme ça. Ça ne me pose aucun souci. Ce que je souhaitais vraiment, c'est que ce soit investigué, qu'on puisse au moins aller dans cette voie pour essayer de traiter des gens en cas grave. C'est tout. Bah, écoutez, Dominique Cerdan, merci beaucoup de nous avoir exposé cet élément. On espère que, bien sûr, au travers de cette vidéo, certaines personnes, certains chercheurs, scientifiques s'intéresseront de plus près à cette voie à qui on a donné fin, peut-être pour des raisons administratives ou de temps. On sait que tout le monde a été très occupé, mais si jamais il y a d'autres euh, pays. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens, enfin, c'est parti dans tous les sens, quoi. J'ai bien vu. J'ai bien vu que, en termes de stratégie, ce qui se passait, c'était le brouillard, quoi, en fait. Le brouillard le plus total. Ben, on espère qu'il y aura des chercheurs, des médecins, des scientifiques qui entendront et qui se saisiront de ce sujet. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les vaccins, tout le monde attendait les vaccins, les vaccins, les vaccins, les vaccins, les vaccins. Donc, ce qui fait qu'en fait, quand même, au niveau du traitement, j'ai quand même l'impression, comme l'ont aussi signalé certaines personnes de l'Institut Pasteur, notamment, qu'en fait, ça nuisait quand même au fait de pouvoir essayer de trouver un traitement. Puisqu'en fait, tout le monde attendait le vaccin, tout le monde, donc finalement, plus personne ne faisait rien, ou presque, pour attendre ce fameux vaccin. Alors moi, j'ai quand même quelque chose à dire sur les vaccins, si je peux me permettre, en tant que pharmacien. Quelque chose de très important, me semble-t-il, que j'ai commencé à entendre dire hier, mais moi, je voudrais dire à titre personnel. Alors moi, je ne suis pas du tout un complotiste, je pense que tout le monde l'a compris. Je ne suis pas du tout contre les vaccins, je suis même pour, en fait. L'ennui, je vais vous le dire, c'est que si vous faites un comparatif avec la grippe, qui est une maladie qu'on connaît depuis des décennies. Voilà. Ça fait des décennies qu'on a un vaccin contre la grippe, qu'on peut préparer une fois par an. Des décennies. La grippe, c'est une maladie qui est 10 fois moins contagieuse à minima que le coronavirus. Voilà. Donc, alors, si on croit qu'on va pouvoir se sortir de la situation avec un vaccin, on se trompe totalement. Parce qu'en fait, on n'a jamais pu le faire pour la grippe. Comment voulez-vous qu'on puisse y arriver, même avec un vaccin aussi efficace soit-il, sur le coronavirus? Cela me paraît être complètement illusoire. Donc, je pense que c'est pas pour être défaitiste que je veux dire ça, mais c'est qu'il faut en prendre conscience. Donc, c'est une maladie qui risque de s'installer dans la durée. Et cette durée, personne n'est en mesure aujourd'hui de pouvoir la déterminer. Ça me semble être fondamental. Alors après, oui, vaccinez-vous. Vaccinons tout le monde s'il le faut. Mais je crains fort que ce soit insuffisant. C'est pour ça que la piste du traitement, il ne faut absolument pas l'abandonner. C'est ce que je voulais dire. Oui, merci beaucoup. En fait, ça rejoint ce que le professeur Peter McCullough nous a dit des États-Unis, avec le docteur, professeur Averich aussi, qui est un épidémiologiste, qui nous a expliqué que dans le cadre de la réponse à une épidémie ou une épidémie virale, il y avait 4 piliers. Donc, le pilier des gestes barrières, ou des barrières physiques, du traitement en phase précoce, du traitement à l'hôpital et du traitement, on va dire, vaccinal ou de l'immunité collective, et que dans le cadre d'une réponse, il fallait ne pas omettre aucune de ces branches et qu'elles étaient complémentaires et non mutuellement exclusives. Voilà. Oui, tout à fait. Ben, écoutez, Dominique Cerdan, merci beaucoup. Donc, on rappelle, vous êtes pharmacien, vous avez présenté à Reacting, donc la cellule de veille de l'INSERM, une proposition de thérapie
pour la phase inflammatoire aiguë à l'hôpital. C'était au mois d'avril. Cette phase a été faite, ça devait faire l'objet d'une étude qui n'a pas eu lieu. Il y a quelques études en cours. Si vous suivez tout cela, revenez nous en parler avec grand plaisir, puisque je pense qu'il y va de la santé des Français et c'est important. En tout cas, on vous Tout à remercie fait, d'avoir fait ce absolument. Et témoignage je ne lâcherai pas, quoi qu'il arrive, de toute façon. et on vous en remercie Merci beaucoup. de l'approche citoyenne et professionnelle. Et je vous souhaite une excellente journée. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.